Bien le bonjour les Inseos, aujourd'hui je fais une vidéo putaclic. Je surfe sur l'actualité et je vous parle, bam, de la Suicide Squad. Calme-toi, 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 j'aurais pu faire bien pire, j'aurais pu faire une critique de film, avec une miniature bien pourrie, et un titre accrocheur, bam, en lettres majuscules et fluorescentes. Un film délicieusement scandaleux. Un film incroyable. Ça fait des années que je vous dis que je m'en tartine le cul de ce film, donc c'est pas pour changer d'avis aujourd'hui, ok? D'autant plus que je vais sûrement pas aller me faire vacciner pour aller voir la Suicide Squad au cinéma. Si vous voulez que j'aille me faire vacciner, il faudra me servir autre chose, les petits gars. Cela dit, ça fait également des années que je me dis qu'il faut à tout prix que je lise le run de John Ostrander, Post-Crisis on Infinite Earths, sur la Suicide Squad, parce que déjà d'une, il y a plein de gens qui me le disent, et puis de deux, on est en 87 quoi. En 87, il y a eu que des choses fantastiques qui ont été créées. On a eu le Batman Year One, on était à l'époque de Wonder Woman par George Perez, on était à l'époque de Superman Man of Steel par John Byrne. En 87, je suis né. Que des choses incroyables. Donc je me suis dit, allez, je vais quand même leur laisser une chance aux petits gars de la Suicide Squad et je vais quand même lire le run de John Ostrander de 87. Et je savais pas que ça existait en VF en fait, si tu veux. C'est juste que là, Urban a décidé de publier le tome 3 de la saga, qui est prévu en 4 tomes, je crois, en juillet pour surfer sur l'actu. Et en découvrant le tome 3, j'ai aussi découvert que c'était pas le premier, c'était le 3. Tu vois. Donc du coup, ça voulait dire qu'en fait, il y avait déjà du John Ostrander sur Suicide Squad en rayon depuis des années et que je ne faisais que passer devant sans m'en rendre compte. Voilà. Donc du coup, j'ai franchi le pas. J'ai pris mon petit portefeuille, ma petite carte bleue, puis voilà, j'ai acheté les 3 bouquins, quoi. Et donc j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, le tome 2 il est là, il est en stock, vous inquiétez pas, il sera lu très très vite parce que c'est tellement génial que j'ai dévoré ça en une semaine, et donc ça sera le cas pour le 2 et le 3 également. C'est excellent, je vous le conseille. Si vous voulez vous mettre dans l'ambiance du film, j'en sais rien, parce que je ne l'ai pas vu, et je compte pas le voir, à part pour faire un magnétoscope dans un an, voilà, quand tout le monde n'en aura plus rien à foutre et que je ferai 300 vues, alors que là, si je fais une vidéo putaclic avec ma tête comme ça, je pourrais faire 1300 vues, voilà, j'en ai rien à foutre, j'ai pas envie de le voir, je ne changerai pas d'avis, voilà. Donc bref, qu'est-ce que je voulais dire? Si vous voulez vous mettre dans l'ambiance du film, à la limite, lisez ça, hein. Voilà. Je ne vous conseillerais pas le Suicide Squad New 52, le Suicide Squad Rebirth, dont j'ai lu un arc de chaque. J'ai trouvé ça grossier, ultra violent pour pas grand chose, voilà, c'est pas justifié. J'ai trouvé ça vulgaire. C'est adressé à des adolescents et j'ai 34 ans. Putain, déjà. Donc, du coup, voilà. Je ne saurais pas vous le conseiller, quoi. Et puis, il y a un truc qui m'emmerde, vous savez, dans la Suicide Squad moderne, c'est la présence d'Harley Quinn. Oh putain, Harley Quinn. À quel moment tu sélectionnes le personnage d'Harley Quinn pour se livrer à une mission top secrète? À quel moment tu demandes à Harleen Quinzel d'aller s'infiltrer en ex-URSS pour aller délivrer un prisonnier politique? À quel moment tu demandes ça à Harley Quinn, tu vois? La présence d'Harley Quinn dans la Suicide Squad, c'est toujours un truc que j'ai trouvé injustifié. Elle est juste là pour que les autres lui servent de faire valoir. Elle est juste là pour faire la conne, comme d'habitude. Et donc, du coup, c'est insupportable. On l'avait vu dans l'animé d'ailleurs. Voilà, hein. On va parler de bonnes choses, Suicide Squad, l'animé New 52, Suicide Squad Hell to Pay, les petits gars. Ça, c'est une bonne œuvre Suicide Squad, malgré cette présence d'Harley Quinn qui vient tout gâcher. Mais ça, c'est un excellent animé Suicide Squad, une excellente histoire. Voilà, aujourd'hui, on parle des bonnes choses de la Suicide Squad, ok? Aujourd'hui, on parle de ça en 87, quand ça s'est sorti. Harley Quinn, elle n'existait pas. Voilà. Donc, raison de plus de lire Suicide Squad par John Ostrander, ok? Le tome 1 qui fait 528 pages, hein, on est quasiment sur le même format que Crisis on Infinite Earths, donc il faut avoir quand même pas mal de temps devant soi pour y lire. Moi ça m'a pris, je dirais peut-être 7 heures, 6-7 heures de lecture, en tout cas une semaine. Le tome 1 s'ouvre, ça coûte 35 balles. Sur, non pas le numéro 1 de la série Suicide Squad, parce que ça j'ai oublié de vous le dire aussi, mais la Suicide Squad, elle existe depuis 1959. Créée dans The Brave and the Bold, ok, voilà, ça c'est Wikipédia qui me l'a dit. La première, en tout cas, itération de la Suicide Squad. Et puis après, elle a évolué, elle a changé de forme, voilà. Et puis, elle n'avait pas de série officielle. Putain, il fait chier, voilà, il fait chier. La Suicide Squad n'avait pas de série officielle, et en 87, John Ostrander a décidé de, justement, y consacrer sa plume. Et donc, on a eu la première série Suicide Squad en 87, c'est ce qui est publié là-dedans, ok. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que le tome 1, il s'ouvre sur
non pas le numéro 1 de la série Suicide Squad, mais sur le numéro 14 de Secret Origins. Voilà. Un arc dans lequel on va vous expliquer un petit peu comment s'est formée au cours de l'histoire cette idée de la Suicide Squad. Voilà. Comment on en est venu à créer ce groupe de super vilains engagés dans des missions politiques ultra secrètes que vous connaissez et qui a déjà eu droit à 2 films au cinéma, alors que Green Lantern, un seul film. Il faut que je ferme la porte parce que mon voisin est en train de... Alors, cet arc Secret Origins qui ouvre le bal n'est pas des plus passionnants. C'est-à-dire que si vous avez du mal à rentrer dans l'histoire, ne vous en faites pas, c'est beaucoup mieux par la suite. En tout cas, c'est mon ressenti. Parce que là, on est quand même sur un récit avec des dinosaures et des soldats de l'armée américaine de la Seconde Guerre mondiale. Donc forcément, l'âge d'or, si tu veux, ça aurait dû rester dans les années 40. Tu vois. Donc c'est très peu passionnant comme lecture pour être franc avec vous. Puis au final, tu en as un peu rien à foutre de savoir comment la Suicide Squad elle est devenue la Suicide Squad parce que tu vois à peu près le délire. Hein. Voilà, un groupe de super vilains qu'on engage pour faire des missions que ne peuvent pas faire les membres de la Justice League parce que la Justice League c'est quelque chose de très officiel qui se doit de garder une bonne image et la Suicide Squad ben, c'est pour un petit peu faire le sale boulot quoi. Donc voilà, tu connais le délire, t'as pas besoin forcément de savoir comment ça s'est créé, mais ça a le mérite d'être là, ça a le mérite quand même de tout reprendre à zéro pour pas que tu te lances dans l'inconnu en fait, ok. Donc ça te donne quand même des bases, donc ça a le mérite de le faire. Enfin voilà, moi tu vois, quand je vois ce genre de truc, j'ai pas trop envie de continuer quoi. Mais ne vous en faites pas, ça c'est juste l'arc numéro 1 qui est pas des plus sensationnels, je dois l'avouer. Par contre, cet arc Secret Origins, il a quand même le mérite de nous en dévoiler un peu plus sur Amanda Waller, voilà, au travers de quelques pages qui vont relater son origin story. Et ça, par contre, pour le coup, c'était captivant. L'origin story d'Amanda Waller est captivante, elle est excellente. Et Amanda Waller, c'est un personnage que j'aimais déjà beaucoup avant de lire ça, mais qui maintenant m'a... Voilà, c'est-à-dire qu'elle a explosé dans mon classement des persos d'ici. C'est un personnage que j'apprécie encore plus. Et c'est ça que j'attends d'une lecture, moi. C'est-à-dire qu'un personnage que je connais et que j'aime bien devienne un personnage encore plus intéressant à mes yeux à la suite de la lecture. Et c'est ce que réussit à faire parfaitement le run d'Ostrander vis-à-vis de plusieurs personnages qui sont généralement des personnages secondaires dans l'univers d'ici. Hein. Regardez Deadshot, bah là on lui donne du relief, on lui donne de l'importance, on lui donne une caractérisation qui lui est propre. Et du coup, Deadshot, il devient beaucoup plus intéressant que dans le film Suicide Squad, sorti en 2016, incarné par Will Smith. Qu'est-ce que c'est que ce blackwashing, une fois de plus, Warner Bros. Là. D'autant plus que c'est inadmissible, parce que dans la Suicide Squad, il y a 2 personnages très importants et très intéressants, qui s'appellent Vixen et Bronze Tiger. Okay. Voici Bronze Tiger. Personnage black. Vixen, personnage black. Amanda Waller, personnage black. Qui ont quelque chose à dire et qui ont été conçus tels quels et qui sont très importants et très intéressants comme j'expliquais. Et je vois pas l'intérêt d'avoir blackwashé Deadshot. À force, c'est même plus du blackwashing ce que vous faites Warner Bros, c'est du white bashing. C'est du racisme anti-blanc ce que vous faites Warner Bros. Donc faites attention parce que moi je vais arrêter d'aller voir vos films en fait à force, tu vois. Voilà, je le dis, je vais arrêter d'aller voir vos films, clairement. Et j'arrêterai de les acheter aussi, hein. J'arrêterai d'en parler en fait. Je vais arrêter toute cette merde, moi, si vous continuez, parce que c'est en train de me casser les couilles. Il y a des personnages, la Bronze Tiger, Vixen, voilà, il y a des personnages black, putain, qui ont une prestance, qui ont un charisme, et on n'en fait rien au cinéma, on préfère blackwasher les autres, quoi. Enfin, bref, c'est de la merde. Toujours est-il que là, on a des personnages qui, généralement, sont relégués au second plan dans l'univers d'ici, et qui prennent tout à coup un tout autre sens. C'est le cas de, par exemple, Captain Boomerang. Captain Boomerang, qui est une espèce de clodo alcoolique qui pense qu'à baiser et à faire du fric, tu vois, c'est vraiment le mercenaire pouilleux, quoi. Et à la base, quand ce personnage-là a été créé, c'était dans les années 50 par Carmine Infantino. Voilà, il faisait office de super méchant à Barry Allen, quoi, au Flash de l'époque, dans des histoires loufoques, très infantiles, où c'était juste un mec qui balançait des boomerangs. Et là, on lui a donné toute cette caractérisation un peu spéciale, et on lui a donné une âme, on lui a donné vie, en fait, tout simplement, quoi. Et c'est ça qui est super intéressant dans le run d'Ostrander, c'est vraiment tous ces personnages qui généralement sont des personnages un peu osef, qui là deviennent ultra captivants. C'est le cas de Deadshot, c'est le cas de Captain Boomerang, c'est le cas de Bronze Tiger, c'est le cas de Vixen. Donc Nightshade, c'est une petite brunette assez mignonnette pour le coup. Alors est-ce qu'on a un beau plan? Je vais demander au réalisateur de me faire un beau plan sur Nightshade. Bon bah voilà, j'en ai un qui est pas trop mal, vous voyez, elle est ici là.
cette demoiselle-là qui a la capacité de pouvoir générer des portails pour se TP un peu partout où elle veut. Et en fait, c'est un personnage qui t'est balancé dès les premiers arcs comme ça, sans plus d'explication. Tu ne l'as jamais vu avant, c'est un personnage plus que secondaire dans l'univers d'ici, vous en conviendrez. Et tu te dis ok, et en fait tu apprendras plus tard, grâce à un magnifique travail d'édito sur lequel on va revenir, que c'est le personnage qui a servi d'inspiration à Alan Moore pour la création du Silk Spectre dans les Watchmen. Ok. Et donc ce personnage de Nightshade, qui au début est balancé comme un cheveu sur la soupe, eh bien, petit à petit va prendre également de l'épaisseur, jusqu'à déboucher sur son origin story pour vraiment te faire prendre conscience de qui est le personnage, de ce qu'il représente dans la Suicide Squad. Et puis cette origin story va déboucher sur une mission pour la Suicide Squad, tu vois. Et ça, c'est tout ce travail en fait de tricotage qui est fait au cours du bouquin, au cours du run, qui est super intéressant. Parce que c'est comme ça que se construit ce run. C'est-à-dire qu'on a un caractère très épisodique qui pourrait ramener à des séries des années 80-90 comme Agence Touriste ou Mission Impossible. Voilà, chaque nouvel arc, une nouvelle mission, ok, avec un briefing de fin et un briefing de début, un débriefing de fin. Voilà, et chaque mission a des conséquences sur ce qui va se passer sur la suite et sur la mission qui va venir après. Donc il y a vraiment un travail de tricotage comme ça qui est fait avec un fil rouge, l'évolution des personnages, l'évolution des relations entre les personnages, et puis chaque mission aura une conséquence sur la suite. Et ça, c'est excellent. C'est vraiment excellent de bout en bout. Je me suis régalé en lisant ça, pour être franc avec vous, j'ai dévoré le bouquin, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ouais, c'est imprévisible, c'est ultra imprévisible, parce que quand on voit une équipe de mecs qui n'ont pas forcément envie de travailler ensemble, ils y sont contraints. C'est des super vilains, donc ils sont tous quelque part à un but de leur personne. Le travail d'équipe, c'est pas quelque chose qui les fait rêver. Et puis ça finit très très souvent par foirer, quoi. Et ça foire généralement à des endroits où tu t'y attends pas. C'est là où est toute la malice de John Ostrander, c'est qu'à chaque fois il fait capoter un truc là où tu t'y attendais le moins. Je vais donner un exemple que je viens de sortir de mon chapeau là, afin de ne pas te spoil. C'est comme si t'envoyais la Suicide Squad délivrer un mec à l'autre bout du monde, retenu en otage par des terroristes, ok, qu'arrivé sur place, l'infiltration échoue et du coup ça tourne au massacre, ça tourne au bain de sang. Ils arrivent à exfiltrer le mec dans l'urgence la plus absolue. Et puis ils se rendent compte qu'en fait le mec qu'ils ont extrait, c'était pas l'otage, c'était le chef des terroristes. Et tout est comme ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est à aucun moment prévisible. À aucun moment tu ne peux prévoir ce qui va se passer et comment va capoter la mission, parce que ça sent toujours la merde. Tu sais que ça va foirer quelque part, et c'est là où est tout l'intérêt de cette lecture, c'est qu'à chaque nouvelle mission, tu te dis, t'attends le moment où ça va foirer. Ça fait le point avec quelque chose que je voulais vous dire aussi. C'est un autre intérêt de ce run, c'est qu'en fait, on va vous présenter des personnages, comme j'expliquais, de coutumes secondaires dans l'univers d'ici, mais également des groupes, des entités qui sont très peu présentes, d'autant plus dans les lectures modernes. Par exemple, je prends le cas de la Doom Patrol. Okay, la Doom Patrol, moi je ne connaissais que de nom parce que je sais qu'il y a une série qui lui est dédiée. Et donc là, la Doom Patrol, il y a une histoire avec elle dedans. Voilà. Donc la Suicide Squad est confrontée à la Doom Patrol. Et grâce à un magnifique travail d'édito, c'est toujours le cas chez Urban Comics, calme-toi, je ne suis pas payé par eux, c'est juste que voilà, je constate que on est toujours tenu par la main. On n'est jamais balancé dans l'inconnu comme ça avec Urban Comics. Une histoire sur la Doom Patrol, donc un petit paragraphe pour t'expliquer qui est la Doom Patrol, pourquoi, comment, avec qui. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très, très attentionné de leur part et c'est toujours très sympathique parce que ça te permet vraiment d'avoir des lectures intelligibles. Alors au niveau du dessin, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais j'ai l'impression que dans les années 80, tout se ressemblait en fait. C'est-à-dire qu'au niveau des proportions, des représentations des personnages, des environnements, également des décors, du trait en lui-même, j'ai l'impression que tout se ressemblait. Tu vois, que tu passes du John Byrne à ça, à du Georges Pérez. Alors après, les artistes ont toutes leurs petites spécificités, quoi. T'as par exemple Georges Pérez, s'il n'y a pas 80 personnages dans une case, le gars il est pas bien, tu vois. Il tremble comme ça, comme s'il n'a pas eu son café le matin, tu vois, ou peut-être qu'il en a trop bu, je sais pas. Mais voilà, chaque artiste a sa petite spécificité, mais dans le général, tu vois, dans l'ensemble, je trouve que visuellement, dans les années 80, ça se ressemblait assez, quoi, d'une œuvre à l'autre. C'est peut-être au niveau de l'utilisation des couleurs aussi. C'est peut-être ça qui joue, tu vois. Enfin bref, donc voilà, visuellement, je suis pas un spécialiste des beaux-arts, donc quand il faut parler des dessins, c'est toujours la partie la plus délicate pour moi. On remarque une mise en page très académique, on est dans les années 80, donc c'est une succession de cases. Il y en a qui sont un peu plus
horizontales que d'autres, il y en a qui sont un peu plus grosses que d'autres, donc vous n'avez pas comme ça des personnages qui sortent littéralement des cases, voilà, ça n'existe pas encore à l'époque. Hein. Donc voilà. C'est excellent, vraiment. Si je peux vous conseiller une lecture Suicide Squad, ce sera celle-là, bien que conséquente. Mais vous allez pas voir les pages passer. En vrai, franchement, tu lis ça, tu vois pas les pages passer. Quand tu arrives à la fin du bouquin, tu te dis déjà. Et vivement le tome 2. Donc le tome 2, je vous ferai une vidéo pour en parler aussi. Et puis il y a le tome 3 également qui arrive. Donc si j'ai oublié de dire quelque chose, parce que c'est le cas, généralement quand je coupe la caméra, je me dis putain, j'ai oublié de parler de ça. Je le ferai dans le tome 2, ok. Enfin, je le ferai pour la vidéo du tome 2. Mais voilà, pour le coup, les archives de la Suicide Squad tome 1, les gars, ça coûte 35 balles. Si vous voulez être dans l'ambiance du film, si vous avez aimé le film ou pas, hein, ça marche dans les deux sens. Si t'as aimé, ben du coup, tu vois, voilà, t'es dans le move, hein. Alors, Suicide Squad, bam, archive de la Suicide Squad. Et si t'as pas aimé, ben voilà, c'est là pour te consoler. Ciao les zingues. J'allais oublier l'essentiel. Je fais le travail qu'à moitié, on se croirait chez Warner Bros. Là. Bon, alors. Pour avoir une lecture optimale sur les archives de la Suicide Squad, je ne saurais que vous conseiller de vous procurer ça avant. La légende de Darkseid, collection DC Nemesis, ça coûte 22,50€, maintenant 23,50€. UB22, de là 256 pages. Je vous en ai déjà parlé lors d'une vidéo post-café, donc revenez quelques vidéos en arrière pour savoir ce que j'en pense. C'est du tout bon. Voilà, c'est un run qui s'appelait Legends. À la même époque, bien évidemment, c'est scénarisé par John Byrne. Il y a du John Ostrander, il y a du Len Wein. Et donc, eh bien, voilà, regardez, hein, voilà. Il s'agit là-dedans de la première mission de cette Suicide Squad nouvellement formée par John Ostrander, en fait. Si tu veux, quand tu vas lire les archives de la Suicide Squad tome 1, tu vas avoir beaucoup de références à ce qui se passe là-dedans, notamment au niveau d'un combat qui a lieu et qui est ce combat-là. Voilà. Donc si vous voulez vraiment avoir une lecture complète et vous plonger dans les archives de la Suicide Squad de la meilleure des manières, lisez déjà la légende de Darkseid. Voilà. Ciao les amis.